La nuit où ma famille m'a mise à la porte, une pluie glaciale s'abattait sur Bordeaux avec une telle violence que les pavés du quartier des Chartrons ressemblaient à des rivières sous les réverbères dorés. J'avais 21 ans. Je me tenais devant la grande maison en pierre de mes parents, un vieux sac de sport sur l'épaule, pendant que ma mère criait depuis le seuil comme si j'étais devenue une étrangère dangereuse. Elle avait enfin trouvé quelqu'un à blâmer pour l'effondrement de leur vie. « Tu n'as donc pas assez couvert notre famille de honte » hurlait-elle d'une voix tremblante. « Si tu franchis ce portail, ne reviens jamais. » Je me souviens encore de la douleur dans mes doigts tellement je serrais la lanière de mon sac. Mon frère aîné, Alexandre, restait derrière elle avec les bras croisés et ce sourire arrogant qu'il affichait chaque fois que quelque chose tournait mal pour moi. Ma sœur cadette, Élodie, refusait même de me regarder. Quant à mon père, il n'avait pas pris la peine de sortir de son bureau. Il était resté assis devant sa collection de vieux Armagnac comme si sa propre fille avait déjà cessé d'exister. Tout cela parce que leur investissement principal venait de s'effondrer brutalement. Et ils avaient décidé que j'étais responsable. Pourtant, la vérité était simple. Je les avais prévenus des mois auparavant de ne jamais faire confiance à leurs nouveaux partenaires financiers. J'avais repéré des irrégularités dans les contrats, des sociétés fictives enregistrées à l'étranger, des transferts bancaires incomplets. Mais dans ma famille, j'avais toujours été considérée comme celle qui exagérait tout. Alexandre s'était même moqué de moi pendant un dîner d'affaires devant plusieurs investisseurs lorsque j'avais exprimé mes inquiétudes. 3 mois plus tard, leur associé avait disparu avec plus de 40 millions d'euros, d'une manière absurde, tout le monde avait décidé que c'était ma faute parce que j'avais apporté de mauvaises énergies. Cette nuit-là, ils m'ont effacé de leur existence. Plus d'aide financière, plus d'accès aux comptes familiaux, plus même le droit d'utiliser le nom Delcourt dans leurs entreprises. Mon père a supprimé le financement de mes études avant le lever du jour. Le lendemain matin, toutes mes cartes d'accès étaient déjà désactivées. Pendant plusieurs semaines, j'ai dormi dans ma vieille Peugeot 206 garée derrière une zone commerciale à Aubervilliers. Le jour, je travaillais dans un centre logistique près de Roissy où je faisais des doubles journées à charger et décharger des palettes jusqu'à sentir mon corps céder de fatigue. J'ai appris très vite que la survie ne laissait aucune place à l'autocommisération. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'aucun membre de ma famille n'a tenté de me contacter. Pas un appel. Pas un message. Rien. Sauf un homme. Mon grand-oncle Henri Delcourt, le milliardaire dont personne n'aimait prononcer le nom pendant les réunions de famille. Henri Delcourt avait construit Delcourt Infrastructure Group à partir d'une petite entreprise de fret maritime avant d'en faire l'un des plus grands groupes industriels européens. Ports commerciaux, réseaux ferroviaires, systèmes énergétiques, intelligence artificielle appliquée à la logistique, son empire s'étendait partout en Europe et bien au-delà. Les médias le décrivaient comme impitoyable. Ma famille disait qu'il était devenu fou avec l'âge. Moi, je le considérais comme le seul adulte qui m'avait réellement écouté un jour. Quand j'étais enfant, Henri passait souvent du temps avec moi pendant les réceptions familiales pendant que les autres m'ignoraient. Il me demandait quels livres je lisais, quelles industries m'intéressaient, comment j'imaginais le monde dans 20 ans. Et lorsque je répondais, il écoutait réellement chacune de mes paroles. « Tu observes les choses différemment », m'avait-il dit un soir. Et les gens qui vivent grâce aux traditions ont toujours peur de ceux qui pensent autrement. Après que j'ai été chassée de chez moi, Henri a commencé à m'appeler chaque dimanche soir. Jamais de pitié. Jamais de discours émotionnels. Seulement des questions. Que as-tu appris cette semaine? Quelle erreur as-tu commise? Que es-tu en train de bâtir? Au début, je pensais qu'il voulait simplement vérifier si j'étais encore vivante. Je n'avais pas compris qu'il était en train de m'observer. Pendant les 13 années qui ont suivi, j'ai reconstruit ma vie entièrement seule. J'ai suivi des cours du soir dans une école technique à Lille tout en travaillant la journée sur des chantiers industriels. Ensuite, j'ai créé une petite société de logiciels logistiques avec 2 amis rencontrés en formation. Nous avons échoué au bout d'1 an. J'ai recommencé ailleurs. Nouvel échec. Puis encore un autre. À 34 ans, j'ai finalement développé une plateforme d'optimisation de transport utilisée par plusieurs grands groupes européens. Ce n'était pas spectaculaire.
Mais c'était solide. Pour la première fois de ma vie, je connaissais une forme de stabilité, un appartement modeste à Lyon, des revenus réguliers, une équipe qui me faisait confiance. Malgré cela, ma famille continuait de faire comme si je n'existais pas. Jusqu'au jour où Henri est mort. La nouvelle a immédiatement envahi toutes les chaînes économiques françaises et européennes. Le fondateur milliardaire Henri Delcourt s'éteint à l'âge de 93 ans. En quelques heures, les journalistes spéculaient déjà sur le futur héritier de l'empire Delcourt. Naturellement, tout le monde pensait que mon père ou Alexandre prendraient le contrôle du groupe. Pendant des années, ils avaient prétendu publiquement être les plus proches d'Henri alors qu'ils le voyaient à peine. Puis arriva le jour de la lecture du testament. J'ai failli ne pas m'y rendre. Un avocat m'avait appelé personnellement pour insister sur ma présence dans un cabinet privé à la Défense. Lorsque je suis entrée dans la salle de conférence, ma famille semblait presque choquée de me voir encore en vie. Alexandre a même laissé échapper un rire moqueur. Regardez qui est là, la cousine sans domicile fixe vient récupérer quelques miettes, lança-t-il avec un sourire méprisant. Personne ne m'a défendu. Comme toujours. Les avocats ont commencé la lecture pendant qu'un silence lourd remplissait la pièce. Henri avait légué des centaines de millions d'euros à des hôpitaux, des écoles d'ingénieurs, des associations d'anciens combattants et plusieurs fondations humanitaires. Certains dirigeants du groupe recevaient également des parts importantes de l'entreprise. Puis l'avocat principal a ajusté ses lunettes avant de prononcer la phrase qui allait bouleverser toute leur existence. La majorité du capital de Delcourt Infrastructure Group, y compris les actions personnelles de M. Henri Delcourt ainsi que les droits exécutifs et décisionnels, sera transférée intégralement à ma petite nièce. Il a levé les yeux vers moi. Sophie Delcourt. Toute la pièce est devenue silencieuse. Ma mère a laissé tomber son verre sur la table. Alexandre s'est levé si brutalement que sa chaise s'est renversée derrière lui. C'est impossible, cria-t-il. Mais l'avocat poursuivit calmement. Monsieur Henri Delcourt laisse également une lettre personnelle destinée à Sophie Delcourt, à lire en privé. Le visage de mon père est devenu livide parce que tout le monde comprenait immédiatement ce que cela signifiait. Henri ne m'avait pas laissé seulement de l'argent. Il m'avait laissé le pouvoir. Delcourt Infrastructure Group représentait plus de 2 milliards d'euros. Et du jour au lendemain, la famille qui m'avait abandonné perdait le contrôle de tout ce qu'elle espérait récupérer depuis des décennies. Le chaos a commencé immédiatement. Alexandre accusait les avocats de manipulation. Ma mère parlait soudainement de « malentendus familiaux » entre deux sanglots parfaitement maîtrisés. Mon père, le même homme qui m'avait ignoré pendant que je dormais dans une voiture, m'a finalement adressé la parole après 13 années de silence. « Sophie » murmura-t-il prudemment. « Nous pouvons régler cela ensemble. » J'ai failli éclater de rire. Ensemble. Ce mot apparaissait soudainement maintenant que des milliards étaient en jeu. Les avocats m'ont conduite dans un bureau privé où la lettre d'Henri m'attendait dans une enveloppe scellée. Mes mains tremblaient réellement lorsque je l'ai ouverte. Son écriture était irrégulière mais immédiatement reconnaissable. « Sophie, si tu lis cette lettre, cela signifie que je suis enfin libérée des réunions interminables et des conseils d'administration. D'abord, comprends une chose clairement. Je ne t'ai pas choisi par compassion. Je t'ai choisi parce que tu l'as mérité. Pendant 13 ans, j'ai observé ce qui t'est arrivé après le rejet de ta famille. J'ai regardé si les difficultés allaient te rendre amère, faible, malhonnête ou cruelle. À la place, tu es devenu discipliné. Tu as échoué sans accuser les autres. Tu as construit sans voler le mérite de qui que ce soit. Tu as appris comment vivent réellement les gens ordinaires. Et surtout, tu as appris à réussir sans arrogance. Ta famille croit que la richesse est un privilège transmis par le sang. Toi, tu comprends que c'est une responsabilité. Voilà pourquoi cette entreprise t'appartient. Ne les détruis pas par vengeance. Mais ne cède jamais ta place à ceux qui t'ont abandonné quand tu n'avais plus rien. La dernière phrase m'a frappé plus fort que toutes les autres. La jeune femme qu'ils ont jetée dehors est devenue la personne qu'ils ne seront jamais capables de devenir. Je suis restée assise pendant de longues minutes à regarder cette lettre sans bouger. Puis quelqu'un a frappé doucement à la porte.
Ma mère est entrée avant même que je réponde. Des larmes coulaient sur son visage avec une perfection presque théâtrale. Mon Dieu, Sophie, murmura-t-elle. Tu nous as tellement manqué. Je l'ai regardée sans répondre. 13 ans. Pas une carte d'anniversaire. Pas un appel. Même pas lorsque j'ai été hospitalisée après un accident sur un chantier. Et maintenant, soudainement, je vous ai manqué. Derrière elle, Alexandre est apparu avec un sourire crispé. Écoute, dit-il. Nous avons tous dit des choses regrettables à l'époque. Les familles traversent des conflits, mais maintenant nous devons rester unis. Les investisseurs ont besoin de stabilité. Voilà. Pas d'amour. Pas de regrets sincères. Seulement du business. J'ai replié soigneusement la lettre d'Henri avant de me lever. Vous savez ce qui est étrange, ai-je demandé calmement. Aucun des deux n'a répondu. Quand je n'avais plus rien, j'ai espéré pendant des années qu'un seul d'entre vous viendrait me chercher. Une seule fois. Ma mère s'est remise à pleurer encore plus fort. Mais j'ai continué malgré tout. Puis j'ai compris quelque chose d'essentiel. Une famille, ce ne sont pas les gens qui partagent votre sang. Ce sont ceux qui restent quand il n'y a rien à gagner. Le visage d'Alexandre s'est immédiatement durci parce que sa manipulation ne fonctionnait plus. Et maintenant quoi, lança-t-il froidement. Tu crois que tu es meilleur que nous? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Je crois simplement que j'ai survécu à votre cruauté. Pour la première fois de sa vie, il n'a rien trouvé à répondre. Les semaines suivantes se sont transformées en tempêtes médiatiques. Les analystes financiers se demandaient si j'étais capable de diriger un empire multinational. Les employés craignaient des restructurations massives. Les concurrents tournaient autour du groupe comme des prédateurs attirés par l'odeur de la faiblesse. Et ma famille s'était transformée du jour au lendemain en politiciens désespérés. Invitation à dîner, excuses publiques, interview me décrivant comme l'âme de la famille. Un matin, mon père est même arrivé sans prévenir au siège du groupe à la Défense en demandant un entretien privé. Je lui ai accordé 15 minutes. Il est resté assis en face de moi pendant un long moment avant de déclarer finalement « Henri a commis une erreur en te donnant le contrôle total ». J'ai presque souri. Enfin. Le véritable homme derrière le masque apparaissait. Tu crois toujours que je suis un échec, ai-je répondu calmement. Il ne l'a pas nié. Tu ne comprends pas l'héritage familial, répondit-il froidement. Cette entreprise appartenait à notre branche de la famille. Je me suis lentement adossé à mon fauteuil. Non, ai-je répondu d'une voix calme. Elle appartenait à l'homme qui l'a construite. Un silence lourd s'est installé entre nous. Puis j'ai prononcé les mots que j'attendais depuis 13 ans. Tu m'as appris quelque chose de précieux le soir où tu m'as mise à la porte. Sa mâchoire s'est crispée immédiatement. J'ai poursuivi doucement. Tu m'as appris que la survie ne vient pas de l'argent. Elle vient du fait de connaître sa propre valeur quand plus personne ne la reconnaît. Pour la première fois de ma vie, mon père paraissait petit. Pas puissant. Pas intimidant. Seulement vieux. Un homme qui avait passé toute son existence à adorer la richesse avant de perdre tout ce qui avait réellement de la valeur. Il est parti sans ajouter un mot. Et tandis que je restais debout devant les immenses baies vitrées dominant Paris, la dernière phrase d'Henri résonnait encore dans mon esprit. La jeune femme qu'ils ont jetée dehors est devenue la personne qu'ils ne seront jamais capables de devenir.